Nous appelons maintenant Eric Steinberg de Dijon, qui va nous présenter sous forme de questions la topographie de l'accident ischémique cérébral, influence et les résultats de la chirurgie des sténoses carotidiennes symptomatiques. Son interrogation. Monsieur le Président, chers collègues, madame, monsieur. Merci de m'avoir invité à venir vous parler donc d'un problème un petit peu pointu et c'est une façon de voir le problème d'un certain côté. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais associer à ce travail 3 centres, comme vous le voyez sur la carte ici. Moi je viens de Dijon, le centre de Nice et de Nancy, et je vous expliquerai pourquoi les 3 centres ont été associés. Donc c'est un travail qui a été présenté par un de mes internes lors du dernier congrès de notre société en juin dernier. C'est un travail qui vient illustrer un petit peu la problématique des carotides symptomatiques. Alors, les carotides, quand j'ai commencé la chirurgie il y a 25 ans, mon maître Michel David à Dijon nous interdisait d'opérer des carotides symptomatiques. Nous n'avions le droit d'opérer que des carotides asymptomatiques, et lorsqu'il y avait eu un symptôme, il fallait attendre 6 semaines pour opérer la carotide, la fameuse cicatrisation de la barrière hémato-encéphalique. C'était l'époque. Je crois bien qu'on a arrêté l'aspirine avant de les opérer. Il me semble tout au début. Très rapidement après, on s'est mis à les opérer sous aspirine. Et puis ensuite, depuis un certain temps, maintenant, on les met sous aspirine avant de les opérer. Vous voyez, il y a un vrai changement. Et puis, d'une opération des carotides asymptomatiques pures, on est maintenant passé à plus de 50% de carotides symptomatiques, puisque les différentes études qui ont eu lieu depuis 10-15 ans maintenant ont montré que le vrai bénéfice, il est dans les carotides symptomatiques, c'est-à-dire des gens qui ont fait à un moment donné un AIT ou un AVC, qui a été une sorte de signal d'alarme, et on les opère rapidement derrière, de préférence dans les 15 jours, pour éviter qu'il y ait l'AVC plus important derrière, qui va laisser des séquelles. Donc c'est pour cela qu'on les opère. Le très bel exposé de Jean-Baptiste Ricot au départ vous avait montré qu'on estime actuellement que dans la population générale des sténoses carotidiennes, il y en a moins de 1% qui vont faire des symptômes, et c'est justement ceux-là qu'il faut arriver à repérer, et ceux-là qu'on voudrait éviter. Alors que lorsqu'on s'intéresse aux sténoses symptomatiques, eh bien là, on sait qu'il va y avoir des récidives jusqu'à 20-25% dans les 15 jours qui viennent. Et donc, lorsqu'on les opère, on sait qu'on va être beaucoup plus efficace. Parce que je pense que le but de tout chirurgien, c'est quand même de faire une opération qui va servir à quelque chose. Vous savez qu'il y a eu un tas d'opérations qui ne servaient à rien, qui ont disparu. Il faudrait espérer que la chirurgie des carotides asymptomatiques ne disparaisse pas. Mais en tout cas, dans la carotide symptomatique, il y a vraiment quelque chose d'utile. Mais on sait aussi que lorsqu'on opère des carotides symptomatiques, eh bien, on a beaucoup plus de casse après, c'est-à-dire de patients qui vont avoir des dégâts dus soit à la chirurgie, soit à l'évolution de leur sténose carotidienne. Mais elle va être évidemment imputée au chirurgien, et notre but va être d'identifier parmi les patients qui ont fait des symptômes ceux qui vont en tirer bénéfice, donc ceux de préférence qui ne vont pas refaire un symptôme supplémentaire derrière. Et donc on s'est interrogé pour essayer d'identifier cette population. Alors ce travail repose sur l'analyse des différents types de symptômes qui amènent à découvrir la sténose carotidienne. Il existe 2 types d'AVC qui peuvent être dus à une sténose carotidienne, qui sont les AVC jonctionnels et les AVC territoriaux. Alors l'AVC classique tel qu'on l'imagine, c'est l'AVC territorial avec la circulation terminale, c'est-à-dire que vous avez une artère qui va irriguer une partie du cerveau. Lorsque cette artère se bouche, eh bien, il y a cette partie du cerveau qui n'est plus irriguée. Et puis à côté de ça, il y a d'autres AVC qui sont dits jonctionnels, c'est-à-dire qui intéressent 2 territoires qui sont contigus. Alors ça peut être 2 territoires qui sont corticaux, qui viennent de 2 artères cérébrales, ou bien des territoires sous-corticaux, dont l'un est superficiel, l'autre profond. Et là, ce sont des AVC qui sont plus complexes, et l'idée vient en fait d'un de mes collègues de Nice, Elixen Jean-Baptiste, qui est l'agrégé de Reda Hassan-Kodja à Nice, qui s'est intéressé à analyser ces différents types d'AVC et à regarder un petit peu comment ils se comportaient une fois que la sténose carotidienne, après, avait été opérée. Et ça a été l'objet d'un premier papier dans le journal européen en 2013. Et ils avaient montré qu'avec les AVC jonctionnels, eh bien, il y avait beaucoup plus de complications neurologiques post-opératoires.
Vous voyez qu'on est à 22% dans les jonctionnels contre 2% dans les AVC territoriaux, et que le TCMM était de 4,5% après un AVC jonctionnel, alors versus 0. Alors bon, 0, ils avaient eu un peu de chance de n'en avoir aucun, mais enfin disons qu'il est beaucoup plus faible, en tout cas avec des petits P tout à fait significatifs. On a réalisé la même étude dans mon équipe à Dijon, et on a pu reporter nos travaux dans le Journal of Vascular Surgery en début de cette année. On avait une série un tout petit peu plus faible et dans laquelle on n'avait pas réussi à montrer des résultats tout à fait significatifs, ce n'était que des tendances, mais le fait que le JVS, qui est un petit peu notre journal de référence, l'ait accepté, montre que c'est quand même un sujet qui est relativement intéressant. D'où l'idée de cumuler nos résultats, puisque les résultats semblaient intéressants, mais manquaient un peu de puissance, et donc on a décidé de cumuler les résultats donc des deux centres de Nice et de Dijon auxquels on a associé Nancy, qui avait l'avantage aussi d'avoir une base de données dans lesquelles on pouvait analyser, retrouver facilement les scanners des patients. Et donc on a décidé de comparer le TCMM, le taux cumulé de mortalité de ces sténos symptomatiques, en comparant donc selon le type d'AVC. On a donc fait relire toutes nos plaques par les radiologues et ou les neurologues. Et donc les AVC étaient classés soit en jonctionnels, soit en territoriaux, avec une très très faible proportion qui était mixte, pour lesquels ils ne pouvaient pas se prononcer. Et donc on s'est servi de cette cohorte multicentrique, qui est bien sûr rétrospective, de 2009 à 2013. C'est une série continue, c'est-à-dire qu'on a inclus tous les patients. Vous voyez que ça représente 289 sténoses carotidiennes symptomatiques, et vous voyez qu'il y en a 25% qui sont jonctionnels et 75% territoriaux, donc une grande majorité d'infarctus territoriaux. Il s'agissait de sténoses qui étaient à plus de 50% NACET. Je ne sais pas si NACET ça vous parle. En fait, NACET, c'est une technique de mesure des sténoses carotidiennes qui est la méthode américaine et qui est celle actuellement qui prévaut. Donc, à partir du moment où il y a une sténose de plus de 50% qui a parlé, c'est-à-dire qui a été responsable d'un AVC, eh bien, on retient une indication opératoire parce qu'on sait que derrière, il y a un risque de nouvel AVC plus important. Et donc, pour les authentifier, on se sert bien sûr de l'écho-Doppler pour commencer. En général, on le couple à un angioscanner ou une angio-IRM. On fait ensuite soit une anesthésie loco-régionale, soit une anesthésie générale. Il y a une grande étude, une grande méta-analyse qui a essayé de comparer les deux. C'est impossible de les départager. Il y a les partisans de l'un ou l'autre. Je crois que vraiment, c'est vraiment selon les habitudes de chaque équipe et il n'y a pas une technique d'anesthésie qui est meilleure qu'une autre. L'utilisation d'un shunt, eh bien, lorsqu'on fait une anesthésie loco-régionale, on s'intéresse évidemment à la motricité du membre contralatéral et aux troubles de la conscience. Après quoi, en général, on met un shunt lorsqu'on n'arrive pas, par une remontée de la tension artérielle, à les juguler. Lorsqu'il y a une anesthésie générale, eh bien, ça dépend beaucoup de l'appréciation du chirurgien. Certains mesurent le reflux, d'autres... voilà, c'est surtout en fait des habitudes, et donc c'est une étude rétrospective, et donc l'utilisation du shunt a été selon les habitudes de chacun. Une des limites de cette étude est que les AVC massifs en général n'ont pas été opérés, donc on ne peut pas conclure sur l'intérêt de traiter ou pas des AVC massifs, puisqu'en général on attend qu'il y ait une certaine récupération clinique. On a éliminé une étiologie cardio-embolique pour être sûr qu'on s'intéresse bien à une sténose carotidienne et non pas à un AVC qui a été dû à une origine cardio-embolique. Et les critères d'exclusion, comme je vous le disais, c'était les infarctus cérébraux de topographie mixte, c'est-à-dire pour lesquels on ne pouvait pas dire si c'était jonctionnel ou territorial. Alors, voyons les caractéristiques des patients. À gauche, les jonctionnels, à droite, les territoriaux. Vous voyez qu'en termes d'âge, de sexe, d'hypertension, de facteurs de risque en général, c'est relativement similaire. Pourquoi est-ce qu'il y a eu plus de dyslipidémie dans les jonctionnels que dans les territoriaux? Alors là, je ne peux absolument pas vous répondre. Je ne vois pas bien le rapport, donc je pense que c'est un hasard. Si on s'intéresse maintenant au score, au degré de sténose, à l'occlusion contralatérale, vous voyez qu'on a des chiffres similaires. Il y avait un petit peu plus de sténoses subocclusives. Alors ce qu'on appelle les sténoses subocclusives sont les sténoses qui sont à plus de 90%, pour lesquelles on n'est pas toujours sûr d'être efficace lorsqu'on les traite. Parce que vous savez que quand un axe est très très serré, il est
hémodynamiquement exclu au bout d'un moment, et on ne sait pas très bien si le fait de le reperfuser a un intérêt puisqu'il a été pris en charge par d'autres axes. Donc c'est une frange de la population pour laquelle les études pour l'instant n'ont pas permis de montrer s'il fallait ou pas les traiter. Vous voyez qu'il y en avait un petit peu plus dans les jonctionnels que dans les territoriaux. Les données de la procédure chirurgicale, vous voyez qu'il n'y avait pas de différence en termes de délai préopératoire, de pourcentage de ceux opérés à moins de 15 jours, 60 contre 67%. Alors on peut dire qu'ils n'ont été opérés donc, selon les recommandations que dans 2 tiers des cas, mais il faut savoir qu'un certain nombre de ces patients ne sont venus nous voir qu'après les 15 jours réglementaires, donc on ne pouvait évidemment pas les opérer. Le corrégional un peu moins de la moitié, le shunt, vous voyez, entre un quart et un tiers, la durée du clampage 25 minutes en moyenne dans les 2 groupes, donc pas de différence. Alors lorsqu'on a fait une analyse univariée pour comparer ces 2 populations, eh bien, on s'est aperçu que le taux cumulé de mortalité était à 3,8%, ce qui est, on va dire, dans les clous, qu'il y a eu 7 infarctus cérébraux et 4 décès, 2,4 et 1,4%. Et quand on regarde la répartition entre les jonctionnels et les territoriaux, vous voyez que sur le plan de l'infarctus cérébral, il n'y avait pas une différence statistiquement significative, ni en termes du nombre de décès. En revanche, lorsqu'on s'intéresse au TCA-MM dans sa globalité, il y a une très forte augmentation pour les jonctionnels par rapport aux territoriaux, 9,6% versus moins de 2%. La topographie jonctionnelle ensuite, vous voyez, qui est également un facteur de surrisque de TCMM. Le délai préopératoire, 2,1% versus 6,9%. Le shunt également était plus important dans la population jonctionnelle. Lorsqu'on s'intéresse ensuite à une analyse multivariée, c'est-à-dire une analyse qui essaye d'isoler un facteur par rapport aux autres, vous voyez que la topographie jonctionnelle a un odd ratio, c'est-à-dire un facteur multiplicatif de voir se produire l'événement qui est de 4,9, donc qui est hautement significatif, avec des variables d'ajustement qui étaient les suivantes. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que le seul facteur qui influençait le TCMM dans cette population, c'était la localisation, enfin le type d'AVC qui était survenu. L'analyse de sous-groupe, donc on a essayé de voir ce qu'il en était pour les patients opérés à moins de 15 jours. On n'a pas pu montrer de différence significative. Le délai moyen était de 8 jours. Donc il s'agissait à peu près de la moitié de la population. La topographie jonctionnelle, vous voyez, était là encore une fois à montrer un TCMM beaucoup plus élevé, avec un taux de shunt beaucoup plus élevé lorsque les patients étaient opérés à moins de 15 jours. Mais ce n'était pas significatif en multivarié, peut-être par manque de puissance, malgré l'association des 3 séries. Alors, pour discuter, si vous voulez, la littérature ne montre pas grand-chose parce que c'est un domaine relativement original. Le mécanisme actuellement n'est pas très bien compris parce que l'AVC jonctionnel est en principe un AVC plutôt hémodynamique, même s'il y a une part d'embolie aussi dedans. En tout cas, ce qu'on peut dire, et ce sera mon mot de conclusion, c'est que les AVC jonctionnels sont à sur-risque de complications. Alors, on pourrait se dire peut-être qu'il ne faut pas les opérer, mais on ne sait pas ce que vont devenir ceux qu'on n'opère pas, parce que même si on a un taux de complications qui est très important, il est possible que spontanément les AVC jonctionnels fassent aussi beaucoup plus de récidives d'AVC. Là, il faudrait faire une étude comme ça de faire les Anglais, c'est-à-dire traiter une partie de la population et regarder l'autre partie de la population sans les traiter. Je ne sais pas si on pourra faire ça en France, je ne crois pas. Oui, sur le plan éthique, c'est évidemment très discutable, mais ce serait la seule façon de le montrer. Ce n'est pas significatif sur la chirurgie à moins de 15 jours, c'est peut-être un manque de puissance de l'étude. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, il va falloir prendre en compte la topographie de l'accident ischémique cérébral au moment de la décision opératoire. Je vous remercie. Merci Eric Sanès pour cette présentation particulièrement claire qui met en évidence l'importance des accidents jonctionnels et surtout leur gravité au sein des accidents vasculaires cérébraux en général et surtout par rapport au territoire. Ici, il y a peut-être plusieurs commentaires. Le premier, c'est que les accidents corticaux sont peut-être moins graves du fait de la possibilité d'une suppléance des anastomoses entre les artères cérébrales antérieures
moyenne et postérieure, alors que pour les jonctionnels, nous sommes dans le cas de ce qu'on appelle le dernier pré-arrosé. Le robinet d'aval est fermé, il n'y a plus aucune possibilité de suppléance. Le deuxième point concerne l'hémodynamique. Effectivement, tu as soulevé le fait qu'on a un peu tendance à attribuer aux accidents corticaux une origine embolique, aux accidents jonctionnels une origine purement hémodynamique. Et en fait, des études récentes radiologiques qui utilisent notamment l'IRM 3D en temps de vol a mis en évidence en fait qu'il existe les deux phénomènes dans le cas des accidents jonctionnels, à la fois hémodynamiques mais également emboliques. Emboliques à partir de la plaque carotidienne et inflammatoire. Ils ont pu même montrer une migration de ces petits emboles qui font des micro-infarctus. De la même façon, ils ont démontré que du fait du ralentissement circulatoire, il y avait la formation de microtrombies qui ont eux tendance aussi à migrer, à faire des petits micro-emboles, des petits micro-infarctus. Enfin, la troisième chose qu'ils ont soulevée, grâce à leurs explorations d'imagerie, c'est que il y a en plus, du fait du ralentissement circulatoire, une perte de ce qu'on appelle la clearance anti-thrombose. C'est-à-dire que quand, dans le torrent circulatoire, quand il est puissant, il y a une sorte d'évacuation, de clearance de ces micro-emboles qui ne font pas de dégâts. Donc il y a plusieurs problèmes. Le troisième commentaire tient au fait d'un problème que moi je pense un petit peu irrésolu, c'est celui du degré de sténose. À savoir que tu as mis, certes les degrés de sténose sont dans le papier que j'ai lu, dans le résumé, les degrés de sténose sont très voisins, 78% de sténose pour les territoriaux, 80% pour les jonctionnels, mais tu as mis en évidence dans ton résumé une disproportion avec un sous-groupe dans les accidents jonctionnels profonds. Un sous-groupe de sténose subocclusive, c'est-à-dire supérieur à 95%, et ceci dans 19% des cas, donc pratiquement 20% des cas. Alors, il est facile de comprendre que quand on va être amené à clamper un vaisseau qui est pratiquement occlus, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peu ou pas de modification cérébrale. Et si l'on pense que les suites opératoires peuvent dépendre du temps de clampage carotidien, ça pose problème. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Alors, la première serait de dire que les 80% restants d'accidents vasculaires jonctionnels profonds, eh bien, sont terribles dans leur pronostic, et à ce moment-là, peut-être, ils mériteraient systématiquement la mise en place d'un chien carotidien. Soit il y a d'autres causes. Alors, tu as parlé de la dyslipidémie. C'est peut-être finalement des populations différentes. Il y a quand même 61% de dyslipidémie chez les jonctionnels profonds, contre 42%. Il ne semble pas que ce soit tout à fait les mêmes malades. Et en fait, il y a peut-être encore d'autres phénomènes qui rentrent en jeu, ne serait-ce que l'anesthésie générale, qui va largement redistribuer l'hémodynamique intracérébrale et son adaptation. Et toujours les neurologues, ils ont mis en évidence de profondes modifications de la perte d'autorégulation intracérébrale qui peut aboutir à ce qu'ils appellent, in fine, à une misérie-perfusion. Voilà. Donc, manifestement, le problème de ces accidents vasculaires jonctionnels n'est pas résolu, et pourtant il n'est pas récent, puisque, d'après ce que j'ai lu, il a été décrit la première fois en 1883 par Pozzi, notre Pozzi, l'homme de la pince, mais qui était également un médecin, puisqu'il était un élève de Broca. Alors il serait peut-être intéressant, si on avait suffisamment de cas, de se pencher sur le sort de ces patients qui sont porteurs d'un accident vasculaire jonctionnel profond et porteurs d'une sténose carotidienne très serrée pour voir si leur sort est meilleur que les autres ou pas. Beaucoup de questions, beaucoup de travail en perspective. La première chose, je pense, c'est qu'il faut féliciter les auteurs de cette communication d'avoir réussi à faire un travail très difficile sur 400 qui sont de grande distance sur un point qui vraiment est le point le plus intéressant de la pathologie carotidienne et de la prise en charge des malades ayant une sténose carotidienne symptomatique. Donc moi vraiment, je tiens au nom de tout le monde de vous féliciter de cet effort d'études multicentrées qui a un intérêt pragmatique.
qui est pas seulement britannique, et qui a un intérêt pragmatique pour les malades actuels et pour les futurs malades. La deuxième chose, et là je me rapproche vraiment de ce que vient de dire Moron, je pense qu'à partir du moment où on a identifié, et vous avez très bien identifié successivement, par le premier travail de Dijon, par le travail de Nice, vous avez identifié ce sous-groupe de patients qui est un patient à nettement plus haut risque de chirurgie carotidenne, puisqu'on atteint 9% de complications neurologiques. Est-ce qu'on n'a pas les moyens de diminuer ce risque par l'analyse des méthodes de suppléance? Il y a différents moyens d'analyser les suppléances, le percus sédence-crânien, il y a le percus sédence-crânien sous compression. M. Cormier avait décrit l'artériographie carotidienne sous compression. C'est complètement dépassé, mais c'était dans la recherche de ces sous-groupes de patients qui sont à haut risque, mais qui sont aussi les malades qui bénéficient le plus du risque de l'intervention. Et là, je soutiens tout à fait ce que vient de dire Moron. Il y a deux points qui me paraissent importants. C'est premièrement les modalités d'anesthésie. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'opérer ces malades-là de principe sous l'anesthésie loco-régionale? Et d'autre part, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de mettre de principe un shunt? Dans votre revue globale, il y avait 30% de shunt dans la série des malades ayant un syndrome fonctionnel, 26% pour les malades ayant une lésion topographique. Est-ce qu'il ne faudrait pas identifier ce groupe de patients et dire ceux-là, ils sont plus à risque que les autres, on leur donne plus de précautions, on leur met une tension artérielle mieux monitorée et plus élevée, on les fait sous anesthésie loco-régionale afin de dépister le moindre petit déficit, et on leur met un shunt de principe. Alors on sait qu'il y a une morbidité du shunt, on sait très bien que malheureusement dans notre métier, il n'y a pas de solution totalement juste, totalement fausse, mais le travail que vous avez fait est à mon avis fantastique parce qu'il isole un groupe de patients qui est un groupe de patients à haut risque et pour lequel, soit on dit on ne fait rien, mais c'est malhonnête. On est quand même en 2016 dans un pays développé avec des moyens, avec des IRM de définition, où on dit qu'on les aborde, on prend des risques, mais on leur donne toutes les chances de la sécurité. En tout cas, je tiens à vous féliciter. Merci pour ces remarques encourageantes. Pour les questions, je ne suis pas sûr actuellement, au vu de nos résultats, qu'on puisse dire qu'il faille absolument faire la loco-régionale, qu'il faille mettre un shunt systématique. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on analyse de façon très resserrée ce groupe de patients et qu'on essaye de comprendre un petit peu plus, peut-être avec plus de données, avec toujours plus de l'ensemble de caractéristiques des patients pour essayer de comprendre. Mais c'est un travail qui est encore prometteur. Dominique ? Oui, félicitations pour ce travail, effectivement, qui est tout à fait pertinent. Les complications des accidents jonctionnels, donc, qui sont plus importantes que les corticaux, on a pu, donc vous en avez vérifié un certain nombre, en IRM, c'est de l'hémorragie, c'est de la nécrose extensive. Non, c'est plutôt ischémique. Très Ischémique. Il n'y a pas d'hémorragie de revascularisation. On va conclure. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, c'est un sujet qui est à défricher, comme tu l'as dit, mais je pense que dans quelques années, on aura encore progressé sur cette question.